C'est lancé. Ok, là, tout est prêt. Donc, bonjour Maria, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je suis très, très honoré de te recevoir. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour Guy, merci à toi de m'avoir contacté et merci bah, qu'on puisse euh, avoir ce petit talk. Euh, oui, je m'appelle Maria Revilla, je suis espagnole, je suis architecte de formation, mais entrepreneuse depuis quelques années. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé à Paris, j'ai fait un petit parcours international. J'ai travaillé à Lisbonne aussi. Et finalement, j'ai décidé de lancer ma boîte à Madrid il y a un an. La boîte s'appelle Exnova Studio. On se définit comme un catalyseur de talent. C'est-à-dire, on a un programme qui est nouveau en Espagne. On est les premiers, comment dire, à faire une intersection entre le secteur de l'éducation 3.0, des ressources humaines et du consulting stratégie en innovation. Donc, ce qu'on fait, c'est on rassemble des équipes pluridisciplinaires d'étudiants de dernière année ou de première année master et on les met ensemble pour travailler activement avec des boîtes et pour la résolution de challenges en innovation pour eux. Donc, c'est la première fois où les élèves ont l'occasion de la chance, comment dire, de travailler pour des entreprises, pour des boîtes, grandes boîtes, mais d'une façon différente, puisqu'ils sont leaders dans des projets qui sont directement liés à des grandes boîtes et des grands groupes. Et d'un autre côté, ben, ils ont l'occasion de travailler avec des élèves de différentes disciplines, mais aussi dans différentes écoles. Donc, c'est un programme complètement mixte qui rassemble des profils différents, qui rassemble des élèves différents de différentes écoles, de différentes universités et dans un domaine ou dans un cadre complètement différent à ce qu'ils sont au cadre auquel ils sont habitués, comment dire, à l'école. Ce qu'on a envie de te poser comme question, j'imagine, pas juste moi, les auditeurs aussi, c'est quel intérêt est-ce que ces boîtes ont à engager des personnes qui n'ont aucune expérience et qui potentiellement seront en poids et peut-être une perte de temps par rapport à des personnes qui sont déjà qualies et qui vont rapidement exercer dans leur domaine d'expertise en fait. Ben, en vrai, C'est clair que c'est des les sujets boîtes. qui ont plus à gagner à un Oui. niveau CV, niveau Mhm. apprentissage sur le terrain, la réalité, pas juste la partie théorique qui se fait à l'université. Mais pour les boîtes, j'imagine c'est un gros poids déjà se prendre un ou deux stagiaires. Et là, c'est toute une team qui est composée juste d'étudiants, certes dernière année, mais quand même qui reste des personnes qui sont pas expérimentées. Ces élèves, ces jeunes talents ne sont pas embauchés par la boîte, c'est nous qui les embauchons. Donc, disons que la boîte n'est pas obligée de faire un contrat après le programme. C'est une chance pour eux, c'est une occasion pour eux de tester pendant la durée du programme des jeunes talents qui potentiellement peuvent être embauchés à la suite du programme. Donc, dans ce sens, c'est une façon différente de faire la captation de talent parce que eux, ils Ils ne peuvent s'engagent pas tester, en fait, ils ne s'engagent pas oui, directement avec eux, exactement, mais par contre, ils ont exactement, la possibilité de dénicher exactement. les personnes qui sont les plus... Ah ouais, là, c'est plus clair. Et de les voir dans un contexte réel, c'est-à-dire, tu sais parfaitement, et j'imagine que si tu n'as pas subi ce cas, c'est bizarre, mais pendant un entretien,
ce qu'on fait, c'est on prépare un entretien. On est devenu expert sur la préparation d'entretien, mais vraiment, est-ce que la boîte, elle peut tester pendant 1 heure ou pendant une demi-heure la personnalité et vraiment les qualités et les caractéristiques de la personne pendant le travail. C'est super compliqué. Soit tu les mets à travailler dans une dynamique réelle, soit tu les mets à travailler pendant quelques mois ou pendant un temps où où tu peux voir vraiment la personne travailler dans un contexte réel, soit c'est vraiment difficile de voir si la personne est vraiment intéressante ou pas pour la boîte. D'un côté, si elle match ou pas avec la culture d'entreprise, et d'un autre côté, si vraiment la personne elle est capable de faire tout ce qui est, tâche entreprise au niveau où l'entreprise elle veut. Donc, vraiment, tu mets la personne dans un contexte réel, tu la mets dans un vrai challenge où elle va développer ses skills, mais pas seulement les hard, mais les soft. Et tu vas les voir directement sur place en train de travailler avec des gens et de voir comment elle agit ou elle réagit avec des personnes avec lesquelles elle a jamais travaillé. Donc vraiment, c'est une chance pour la boîte et une façon pour éliminer ou pour réduire grand max les comment dire, les problèmes après. C'est une façon de s'assurer, entre guillemets, que Bah, la personne vraiment, elle match. c'est vraiment très intéressant parce que euh, c'est une autre approche en fait, parce que là, c'est un vrai test sur le terrain, contrairement aux entretiens où parfois, je prends mon cas, il y a des entretiens où on te pose des questions, tu te demandes si vraiment ça va t'aider un jour sur le terrain, sur ton boulot, des questions du type combien de balles de tennis est-ce qu'on peut renfermer dans un Boeing 780? Tu te dis, mais à quoi est-ce que C'est ça sert? vrai que cette question, c'est pas exactement celle-là qu'on utilise, mais c'est pas vraiment la réponse qui est importante dans ce genre de questions. C'est plutôt Le process de réflexion process. pour trouver l'idée. Exactement. Et c'est la façon il y a des gens auxquels tu demandes ça et ils sont pas capables d'essayer, de tester, de lancer De une commencer un réponse. process de réflexion en fait. Exactement, exactement. C'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est pas vraiment la balle de tennis, c'est pas vraiment la réponse. Il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. C'est Mhm. vraiment le processus que tu utilises, la façon de penser qu'on trouve intéressante. C'est le process plutôt que le résultat. Parce que là, tu vas devoir nous lancer des idées, tu vas devoir nous lancer des approches. Et c'est là où nous, on va identifier ton niveau de créativité, si tu es proactif ou pas, si tu vas attendre à ce que quelqu'un te dise c'est ça ou c'est cela, ou tu vas te lancer directement, si tu vas tester, tenter, plutôt que de rester en backup, comment dire, c'est vraiment ça, un peu c'est les qualités interpersonnelles, c'est les éléments, c'est plutôt ces éléments qu'on identifie sur ce genre de questions. Là, c'est vraiment une approche complètement différente et je pense que c'est quelque chose que les entreprises vont commencer à adopter de plus en plus, vu que côté, par exemple, temps ou ressources, c'est pas évident de mettre tous ces candidats directement à l'épreuve sur le terrain et s'il y a une entité comme ça intermédiaire qui peut faire ça à leur place et eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste par rapport aux data que vous avez recueillies, de piquer en fait ces talents pour ce qu'ils ont comme taf, ce serait vraiment pas mal, quoi. Je trouve que c'est très, très, très intéressant et ça, je pense pas, en fait, c'est ma première fois, hein, j'ai pas encore vu cette approche ailleurs, à part, il y a un entrepreneur, je sais pas si tu connais, il s'appelle Stan Leloup, et il a un site qui s'appelle Marketing Mania. Il a un petit peu cette approche-là Je connais pas, je connais pas. pour recruter en interne. Il a un petit peu cette approche-là, en fait, de donner genre des micro-missions, en fait, à des gens à qui il pourrait potentiellement embaucher plus tard. Et c'est sur ces critères-là qu'il décide de valider ou pas ces gens, en fait. Pas juste sur des questions. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, comme tu l'as dit au départ, devenus experts en entretien, en fait. Ils sont capables, ils s'entraînent vraiment à répondre à tous ces types de questions bizarres. Mais sur le terrain, c'est pas pareil, en fait. Exactement. Est-ce que c'est une boîte qui exerce exclusivement en Espagne? Parce que là, je suis tombé sur le site, il est en espagnol, j'imagine que… Oui.
Oui, c'est vrai que les projets, je les lancés à Paris, mais je les lancés à distance. Justement, la boîte elle est enregistrée à Paris et Non, elle est enregistrée à Madrid, à Madrid. mais j'ai lancé Ah, tout ça veut dire le que c'est autre chose qui est parce que démarchage. lorsque j'essayais de checker un petit peu, j'ai vu il y a un Siret qui est enregistré à ton nom. Là, ça doit être autre chose en fait. C'est pas pour ceci. Mais non, je suis auto-entrepreneuse à Paris. Bon, j'ai travaillé en tant qu'auto-entrepreneuse à Paris pendant presque 2 ans. C'est pour ça que j'imagine tu as dû Ah, trouver ok, le ok. en France. Et après, la boîte en soi, la société, elle est espagnole, 100%. Mais c'est vrai que je suis constamment en train de voyager entre la France et l'Espagne, vu que mon intérêt principal est de lancer le projet aussi en France Mhm. et potentiellement de le développer en Amérique latine aussi. C'est un de mes targets principaux en ce moment. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai encore plein de questions Oui, bien sur sûr. cette boîte-là, mais Vas-y. j'aimerais que qu'on revienne un petit peu en arrière, histoire Oui. de voir la genèse, de savoir d'où est-ce que tout ça part. Tu as dit que tu es espagnol et Oui. c'est quoi ton lien avec la France? Je sais que tu as fait des études aussi en Espagne, mais juste Oui. pour la France, c'est quoi le lien? Tu as des parents, un parent qui est français? Non, mes parents sont tous les deux espagnols. Moi, j'ai fait le lycée français à Madrid. C'est la raison pour laquelle je suis rentrée en contact avec la culture française et avec le système français. J'ai fait toutes mes études à Madrid, mais dans une école française. Donc, c'est là où j'ai appris la langue. C'est là où j'ai vraiment La eu langue, tu l'as contact appris avec... étant en Espagne, en fait, Oui, le français. exactement. Exactement. Après, j'ai fait mes études en espagnol et en Espagne, des études en architecture, Mhm, c'est-à-dire rien à voir avec ce que je suis en train de développer en ce moment. mhm. C'est là où c'est vrai que on se dirait pourquoi architecture? Architecture m'a appris plein de choses du côté Le côté créatif, créativité, j'imagine. Ouais, j'imagine. du côté Moi aussi. multitask, comment dire, être en contact, dire, bah, être tout le temps en train de faire plusieurs choses. C'est une des qualités incroyables que j'ai acquis de mes études en architecture. Et c'est vrai qu'à la fin de mes études, j'avais déjà une grande idée de ce que je voulais faire. Je voulais quelque chose en rapport, bah, je voulais monter une boîte, ça c'était sûr 100%, mais j'étais pas sûre exactement du domaine. Je savais que c'était plutôt dans l'innovation, mais exactement quoi dans l'innovation? Mais L'innovation est très pourquoi vaste. pas directement dans le domaine même de l'architecture? Euh, C'est un domaine que je connais un petit peu puisque j'ai fait des études oui. aussi en génie civil et on avait plein de rapports avec ceux qui faisaient l'architecture et c'est des esprits en fait, c'est un autre mécanisme de réflexion en fait. En fait, ils ont une façon de croiser, de mélanger les idées entre. C'est autre chose, quoi. C'est comme des gens qui font de la peinture, en fait. Ils ont un autre process de réflexion que je trouve très intéressant Complètement. et je me dis que de ce côté-là, ils pourraient déjà avoir potentiellement des trucs à entreprendre, quoi. Des trucs qui sont plutôt innovateurs, quoi. Et ça t'a pas tramé un petit peu l'esprit de entreprendre plus dans ce domaine-là que ce que tu fais J'ai actuellement? j'ai commencé ce projet, disons, la version bêta de ce projet était dans le domaine de l'architecture. On développait des innovations, des challenges dans le domaine de l'architecture. C'est un domaine qui est assez traditionnel, comment dire. Il y a pas mal de, comment dire, les processus de développement d'idées sont assez innovateurs, mais après la construction même est très traditionnelle. Disons que c'est un domaine qui n'a pas évolué tellement. Il y a Mhm. plein d'évolutions dans les matériaux, il y a plein d'évolutions dans la façon dont on traite les matériaux, mais après tout ce qui est développement, tout ce qui est construction de maisons et tout ça, c'est assez traditionnel. Il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que le métier en soi, tous les métiers qui sont associés à l'architecture sont très traditionnels. Mhm. Donc, disons que je voyais que c'était assez compliqué de vraiment avoir un impact assez direct Ouais. sur l'archi. J'ai commencé à faire des démarches un peu différentes. On a commencé à développer
des projets, par exemple, c'était un projet qui s'appelait projet VEM, V-E-M. C'était un projet avec Airbus. Et c'était des maisons d'urgence pour concrètement pour l'Afrique et tout ça, soit pour, par exemple, dans des cas pour la Colombie et le Venezuela. C'était Ouais. des maisons un peu minimum où tu peux habiter tranquillement et avoir le minimum de Minimum vital. qualité, comment dire. Exactement. Et on a travaillé pendant quelques temps sur ce projet avec Airbus et finalement on a lancé le projet. Il a été on a reçu des prix et tout et vraiment le projet il est super intéressant. Moi, j'étais pas leader dans le projet, j'étais collaboratrice mais pas leader. C'est là où j'ai commencé à tester. C'est quelque chose qui se fait toujours. La boîte, elle existe toujours et continue toujours C'était de- un projet qui était plutôt lié. Moi, je l'ai fait depuis l'université, CEU San Pablo. Mhm. C'était, on l'a lancé en collaboration avec la fac, avec l'université. C'était un projet Airbus Universidad San Pablo CEU. Donc, en Mhm. vrai, disons que c'était moyen. C'était pas vraiment une boîte, mais c'était un premier test sur une collaboration, une corpo fac. Et vraiment, on a vu les problèmes potentiels de tout ce qui est en interne dans les universités, tout ce qui est bureaucratie Ouais. interne, qui est assez compliqué, assez compliqué. Ouais. Une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'initier des démarches différentes dans tout ce qui était collaboration avec les élèves. J'ai appris pas mal de choses dans cette première expérience, comment dire. Mhm. Et de là, je voulais élargir parce que l'architecture, c'est un domaine assez restreint. Et je me disais, pourquoi rester sur l'architecture quand on peut vraiment ouvrir l'éventail d'options et faire des projets dans beaucoup de domaines plutôt que de se fermer uniquement dans l'architecture, se renfermer dans l'archi. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis partie aux États-Unis. C'est là où j'ai eu Californie, c'est ça? un 3 Oui, j'ai fait Berkeley, j'ai fait un master à Berkeley. Et là, c'était Là, toujours dans l'architecture, t'as fait un pivot. non, c'était innovation entrepreneuriat. J'ai vraiment ouvert mon champ d'options. Et là, j'ai eu mon premier contact avec la Silicon Valley, avec vraiment tout ce qui était entrepreneuriat, tout ce qui était innovation. Vraiment, c'est l'origine de tout. Donc, vraiment, là-bas, Là, ils je sont crois à qu'on un est autre en niveau. 2017, 2018. Oui, oui, Ouais. 2017. Oui, Mhm. exactement. Ouais. Et du coup, tu vas jusqu'au master, tu finis ton master. Oui, Et oui. du coup, est-ce que là, tu as déjà dans la tête cette idée? Est-ce que cette idée te Oui. trottine déjà à l'esprit ou C'est peut-être tu as là, fait c'est d'autres là où collaborations? oui, c'est là où j'ai commencé à penser plutôt à une idée plus concrète sur ce que je voulais. J'ai commencé à voir potentiellement quelles pouvaient être les idées, mais je n'avais pas une idée très claire de comment m'attaquer au problème. Je savais qu'est-ce que je voulais faire. Je pensais que c'était un projet qui pouvait être intéressant en Espagne parce que l'Espagne, à ce moment, était en train de s'ouvrir bah, à tout ce qui était start-up, entrepreneuriat, mais c'était plutôt un- c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de très très récent. Et disons que il y avait plutôt peu de start-up dans l'écosystème espagnol. Donc, je pensais que c'était pas le moment encore, mais je savais que je voulais monter quelque chose ici. Je savais que je voulais faire plutôt quelque chose en rapport avec ce que je suis en train de faire, mais il fallait l'affiner encore plus. Donc, c'est là où je suis partie à Paris. J'ai commencé à travailler pour School Lab. J'ai touché plusieurs domaines, plusieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux un peu expliquer ce que Oui, c'est School Labs? C'est quand oui. même.
School c'est un grosse studio boîte. d'innovation. Ils font beaucoup de programmes dans tout ce qui est l'open innovation. Ils font des programmes, son business model ou son core business, c'est de rassembler dans un même écosystème des startups, des étudiants, des corpos et, euh, et de les faire travailler ensemble. Donc, disons que School Lab a été un peu mon inspiration dans tout ce Mhm. qui est le rassemblement de plusieurs profils, de plusieurs types de structures. C'est-à-dire un gros corpo avec des petites startups ou des startups qui sont en train de se faire. Ils ont des programmes dans beaucoup de domaines. Il y a des programmes pour des startups qui sont pas encore matures, pour la création de startups. Ils ont des programmes aux États-Unis. En... Ils ont des programmes avec des corpos, ils ont des programmes un peu, je sais pas combien de programmes ils ont, mais ils en ont beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, ils touchent vraiment à tout ce qui est l'open innovation à tous les niveaux. C'est là où j'ai fait Toi, du coup, qu'est-ce que tu plusieurs. faisais? Tu recevais des missions, donc tu étais freelance ou c'était genre tu étais J'ai été freelance, oui. employé? Ah, ok. J'étais freelance, mais je travaillais dans tout ce qui était lab innovation à l'intérieur de School Lab, Mhm. pour la création de lab innovation pour les grosses boîtes, les corpos. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'ai touché plusieurs comment dire, verticales à l'intérieur de la boîte. Et après ça, je suis partie chez Techstars Paris. Je ne sais pas si tu connais la boîte. C'est une grosse boîte américaine internationale. Elle est présente sur 30 et quelques pays. C'est incroyable la présence Mhm. internationale qu'ils ont. C'est un peu Y Combinator et Techstars Paris, disons. Techstars sont C'est un les genre, c'est accélérateurs un les plus mélange de incubateur et en même temps comment je vais expliquer ça? Ils accompagnent les boîtes sur tout le processus en fait jusqu'à peut-être la levée de accélérateurs. fonds et tout. C'est un accélérateur. Oui, accélérateur 100%. Ils accompagnent, on a accompagné pendant le temps où j'ai travaillé avec eux. Mhm. On accompagne un badge de start-up. Euh, on était 12 startups, je crois. C'est des startups qui soit viennent d'être créées, soit ont déjà un parcours. Mhm. Mais le point, comment dire, il est pas sur le projet en soi qu'ils sont en train de développer, mais sur l'équipe. Pour eux, pour Techstars, la partie équipe est fondamentale. Si tu as une équipe soudée, tu vas pouvoir lancer le projet, tu vas pouvoir survivre, comment dire, dans l'écosystème, oui. Mais si tu n'as Dans pas une cet équipe univers, soudée, oui, mais exactement. il y a un truc qui se dit souvent, je ne La- sais pas si tu peux confirmer, Dis-moi. ils ont toujours besoin ils veulent en fait que dans ton équipe, qu'il y ait au moins un partenaire qui soit tech. Oui, Et est-ce que ça, c'est une obligation? Est-ce que c'est quelque chose oui. qui... parce que dans tous ces entités-là, c'est toujours pareil, en fait. C'est compliqué. Et même jusqu'au niveau de levée de fonds, ils vont te dire que, ouais, mais s'il n'y a pas un mec qui est tech ou une femme qui est tech, alors il y aura des difficultés à potentiellement aller plus loin que ça, en fait. C'est vrai que, disons, l'origine du mot startup, c'est vraiment c'est une structure qui est complètement tech. Techstars est complètement visé à accélérer des startups qui sont tech. Il n'y a pas, comment dire, une structure comme la mienne, par exemple, ne pourrait pas être accélérée chez Techstars. Mhm. C'est des startups qui ont des caractéristiques très concrètes. C'est vraiment tout ce qui est définition pure et dure d'une startup. C'est une structure qui est scalable, qui est Mhm. scalable.
c'est une structure qui doit être fondamentée ou qui doit avoir une base très très forte en tech, en technologie, dans tous les domaines, mais dans la tech. C'est là un peu l'obligation. Et après, la, la thématique ou la verticale, peu importe. Ils sont ouverts à toutes les. Il n'y a pas une qualité sur, par exemple, il y a Techstars à New York, par exemple, ou dans d'autres villes. Par exemple, ils sont plus centrés sur la mobilité, ils ont une verticale plus centrée sur l'économie circulaire ou sur l'impact social. Mais vraiment, à Paris, ils sont ouverts à toutes les verticales. Ils ont une collaboration avec 5 corpos et disons que l'intérêt, c'est de créer des liens avec ces corpos. Top. Les boîtes qui vont être accélérées pendant les 3 mois puissent établir des liens avec les corpos qui sont derrière Techstars, comment dire, Techstars Paris. Ok, du coup, tu es passé par Techstar aussi, mais toujours en Mhm. tant que freelance ou là, ils t'ont... Oui. Ah, ok. Oui, oui, je gérais les opérations de chez Techstars. J'ai travaillé Mhm. pendant le programme d'accélération de 2018. Et à la fin du programme, on a eu une grosse chance avec un gros client espagnol. Et j'ai dû décider si je voulais rester ou je voulais partir. Donc, c'est là où je me suis lancée. Et j'ai décidé de revenir à Madrid et Quand tu de dis que tu lancer as la une grosse boîte. chance, c'est genre le client, il t'a fait une proposition ou... Oui, on a, disons, entre les contacts que j'avais et j'ai touché plusieurs, plusieurs personnes pour voir potentiellement si c'était une idée qui pouvait être intéressante à implanter en Espagne. Et finalement, on a eu oui, on a eu une boîte qui était intéressée et qui nous a aidé à lancer le premier programme. Et du coup, est-ce que sur Ex Nova Studio, tu es toute seule? T'as un cofondateur, par exemple? J'ai lancé le projet avec un cofondateur, mais en ce moment, je suis toute seule. J'imagine que tu connais quelles sont les difficultés pour avoir un associé. Ouais, je trouve que J'ai pas c'est un thème qu'on n'aborde pas très souvent, surtout la séparation. C'est quelque chose qui est très très difficile, qui est souvent parfois douloureux et sanglant. Et si c'est pas trop indiscret, Exactement. est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé, peut-être sans entrer dans les détails et comment est-ce que tu as géré en fait cette séparation? Disons que c'est pas toujours. Disons que être cofondateur ou avoir un associé, c'est comme un mariage. C'est plutôt, je Mhm. dirais, plus important qu'un mariage parce qu'il y a un business Le gros derrière enjeu, ouais. et, et la vision n'est pas toujours la même de deux personnes qui ont des intérêts différents. Par exemple, mon associé, c'était très intéressant au début parce qu'on avait des profils semblables mais différents. On a des personnalités complètement différentes. Euh, Lui, il travaille plutôt sur. Lui, il est architecte aussi, mais il est plus tranquille, plus calme, il est plus âgé que moi. Donc, disons qu'il avait ce côté un peu plus diplomate, plus centré sur le long terme. Et moi, je suis plutôt une personne plus active, plus feu, comment dire, plus. Passe à Euh, l'action directement, quoi. Exactement, exactement. Donc, dans ce sens, au fur et à mesure on a continué sur le projet, c'est vrai que lui, il a eu une, une offre qu'il attendait depuis longtemps. Et il a dû partir. Là, il va travailler il va faire partie de la mairie d'Estepón, qui est dans le sud d'Espagne. Hmm. Donc, disons que
c'était assez Et compliqué du coup, là, de... comment est-ce que ça se passe? Tu rachètes ces parts. J'imagine que Oui, c'était 55, j'imagine peut-être 51, 49 comme ça se fait souvent. on était à Et moitié-moitié. Mais oui, on tu a... rachètes ces parts Mhm, exactement. et c'est vos premiers fonds qui vous aident, l'entreprise qui vous a apporté, qui t'aide à racheter ces parts ou tu avais des fonds qui t'ont permis de... Non, non, on a une très très bonne relation. Il continue d'être collaborateur de la boîte, donc Ah, c'est sauf un que c'est très juste qu'il n'est bon plus opérationnel et il reste en fait actionnaire. cofondateur, quoi. C'est exactement Actionnaire, je veux ça. dire. Ouais. Il est plus actionnaire, mais il continue d'être présent sur la boîte, mais sans l'obligation, comment dire, d'être présent 24/7. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat est très exigeant. Il demande d'une attention complète. Vraiment, Mhm. tu dois être sur la boîte 24/7. Il n'y a pas d'option. Ouais. Tu peux, au début, potentiellement, tu peux avoir quelque chose à côté, mais il y a un moment où tu vas devoir décider si vraiment ça t'intéresse ou pas parce que c'est vraiment compliqué de continuer de travailler sur deux choses en même temps avec les complications, les difficultés qui apparaissent. Ben, d'un côté, où tu mets la priorité, comment dire. Mhm. Et c'est vrai que ma priorité était depuis le début la boîte, était Exnova. Mhm. Euh, Depuis que je suis partie de Paris, j'étais 24/7 sur la boîte. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des fois où tu dois être présent et tu peux pas parce que tu as un travail à côté qui ne te permet pas D'être flexible. de exactement, d'être flexible. Et même si tu as une flexibilité très très grande, Tu peux pas être il va partout y à la avoir fois. potentiellement des... Ouais, exactement. Donc, il va y avoir toujours un moment où tu vas devoir choisir. Et vraiment, c'est pas facile de choisir quand tu as un travail sur lequel tu dois aussi être à 100% et une boîte. C'est pas évident, c'est pas du tout évident. Donc, dans ce sens, on a décidé d'une façon très, très amicale, je te dis, de faire partie de la boîte d'une Mhm. façon, mais il est toujours présent et toujours présent d'une façon active. Donc, on a décidé que c'était la meilleure façon pour faire évoluer la boîte et pour permettre aussi à potentiellement d'autres personnes qui puissent être 100% full-time avec moi de faire partie de la boîte. De Donc, la boîte. en ce moment, je suis toute seule. Et, euh, et on finit la semaine prochaine, dans 10 jours, on finit le premier programme d'Exnova Mhm. avec Ferrovial. C'est un gros client d'infrastructure espagnol, un IBEX 35. C'est l'équivalent des CAC 40. C'est un Wow. peu notre cible, c'est l'IBEX 35 et les boîtes qui vraiment ont la possibilité de pouvoir investir dans un programme comme celui-là. Et on est sur comment dire, en espagnol on dirait recta final, qui est vraiment les derniers pas jusqu'à la fin, avec le stress Ouais, des j'imagine. élèves, de bons talents et aussi l'impatience du client pour voir un peu les résultats et le challenge réseau. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des collaborateurs externes, peut-être des freelances? Parce que là, tu es toute seule, mais quand même, j'imagine, sur des tâches Oui, bien bien sûr, spécifiques, j'ai tu... besoin d'une équipe. Oui, oui, oui. J'ai des collaborateurs dans le marketing, la communication, Est-ce qu'ils dans là, ils tout sont ce à qui plein est... temps, employés à plein temps, ou ce sont des gens qui viennent, qui interviennent juste comme ça, en one shot, Quelques-uns quoi? sont en plein temps et quelques-uns sont sur certaines parties du projet, comment dire, de la boîte. Par exemple, communication marketing sont full-time. Tout ce qui est avocat, administratif, ils sont full-time aussi. Bon, full-time sur des tâches concrètes. Mhm. Après, on a une équipe aussi de coachs, on a un réseau d'experts et de mentors
qui intervient sur les programmes et sur des moments très concrets. J'ai un collaborateur aussi full-time sur tout ce qui est commerce, business, BizDev, développement business. J'ai des collaborateurs en éducation. J'ai des collaborateurs des profs, des éducateurs, un peu sur tout ce qui est l'innovation en éducation. Et j'ai aussi une collaboration avec un espace physique qui est un Fab Lab Coworking à Madrid. Euh, des gens plutôt qui sont plutôt tech, mais sur la partie un peu en appui des jeunes talents sur la partie de prototypage. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et du coup, peut-être pour qu'on puisse comprendre de façon plus concrète, euh, comment est-ce que la boîte fait de l'argent en fait? C'est grâce à ces grosses boîtes qui Oui, veulent bien soutenir ce genre de mouvement ou alors exactement. c'est les élèves qui doivent payer un petit Non, non, ticket. non. Les élèves ne payent pas. Les élèves, en tout cas, reçoivent de l'argent. Disons que c'est un programme qui ne va pas leur coûter de l'argent. Mhm. C'est l'intérêt. Et c'est les boîtes qui sont derrière qui investissent sur le programme, qui, qui sont je ne vois pas le mot en espagnol, fuente de ingresos. La, Ce sont eux qui sont c'est ces exact- boîtes-là qui font fonctionner en fait, qui font tourner la machine quoi. exactement, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut dire que Ex Nova Studio est quelque chose de rentable aujourd'hui? Pour les boîtes, oui. Surtout, l'intérêt ou le gros point est mis sur la captation de jeunes talents pour leur boîte. C'est vraiment un enjeu, tout ce qui est la transformation des ressources humaines dans les boîtes, tout ce qui est la transformation culturelle des boîtes, c'est vraiment un élément fondamental pour s'adapter à tout ce qui, toutes les nouveautés, toute l'innovation qui arrive et qui va arriver d'une façon plutôt imminente. Mhm, Donc, disons que si c'est rentable pour eux parce que d'un côté, euh, disons que si tu te trompes dans tout ce qui est une embauche ou quoi que ce soit, ça va coûter beaucoup d'argent à une boîte. Donc, si tu t'assures que la personne qui va entrer dans ta boîte, ça va être un gros asset pour ta boîte et va être une personne qui va matcher 100% avec toi. C'est un investissement qui n'a pas comment dire, elle est pas, ça se c'est rentabilise un rapidement, investissement. quoi. Oui, exactement, c'est très, très rentable. C'est très rentable. Ne pas se tromper sur l'embauche et sur les personnes qui a un peu la force d'action d'une boîte, vraiment n'a pas de prix. C'est le plus important pour une boîte. Avoir une équipe de personnes, une équipe de gens, une force importante et qui va pouvoir agir directement sur la machine qui est bah, le corps de tout. Et pour Ex Nova Studio, est-ce que toi, par exemple, tu réussis à te payer aujourd'hui, en fait? Je peux peut-être poser ma question de façon plus éclectique. Est-ce que toi, est-ce que tu vis à 100% juste de Ex Nova Studio ou tu es dans une phase où tu dois jongler à gauche et à droite en attendant que ça prenne d'elle-même, que la boîte commence à prendre elle-même, quoi? Comme, tout, comme tous les départs, tu dois jongler et tu dois essayer de trouver d'autres façons de rentabiliser un peu, comment dire, par exemple, moi, je fais des missions à l'international sur des projets innovation.
et il y a des fois où je dois voyager ponctuellement pour des projets concrets. Donc, j'ai plusieurs façons de me payer, comment dire, en ce moment, Mhm. plutôt que de tirer uniquement d'une boîte qui vient de commencer. C'est pas que je peux pas, je pourrais, mais je trouve que c'est pas un mouvement intelligent Ouais, pour faire grossir de le truc, il faudrait plus exactement. réinvestir à chaque fois. Exactement. C'est vrai que dans ce sens, j'ai choisi de ne pas me payer 100% de ma boîte parce que je préfère Même si investir tu le pourrais et pour préciser les choses. mais je pourrais pas potentiellement payer d'autres gens, je pourrais pas investir sur d'autres choses que je trouve intéressantes pour faire grossir la boîte et pour scaler. Donc, oui, je pourrais, mais je trouve pas que ça soit intéressant ni pas le plus intelligent dans ce sens et pour l'instant. Mhm. Et du côté maintenant des élèves, des étudiants, est-ce que il y a un gros mouvement? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que à Madrid ou en Espagne en général, c'est quelque chose qui intéresse les gens? Il y a une Oui. ruée, il y a une grosse sélection. Peut-être quand ils arrivent, il y a peut-être au niveau des places, il n'y a pas souvent assez de places parce que tout le monde veut participer. C'est quoi la tendance? C'est vrai que vu que c'est une façon complètement différente de faire ton stage, c'est un stage 2.0, 3.0, je dirais. Genre, Mhm. si tu analyses un peu, j'imagine que tu auras, t'as fait un stage dans ta vie. Au début, quand tu fais un stage, normalement, les boîtes ne te donnent pas une grande responsabilité. T'es, t'es, Photocopieuse. bah oui, un peu on dit ça, mais en vrai, c'est presque ça. Parce que vraiment, vraiment la boîte, elle a besoin de te tester d'abord. Elle a besoin de voir si vraiment tu peux avoir des responsabilités ou pas. Et nous, vu qu'on a réinventé ce concept et on donne aux élèves une grande responsabilité depuis le début, c'est vraiment un projet qui intéresse les élèves. C'est un projet qui intéresse parce qu'ils sortent de tout ce qui est le cadre de ces études, le cadre de l'université. Ils sortent, ils rentrent dans un espace coworking, Fab Lab, où ils n'auraient pas potentiellement accès en étant élèves. Ils travaillent pour une grande boîte pour la première fois, donc vraiment, ça leur donne une visibilité face à la boîte. Euh, et surtout, je dirais, une nouvelle, on les entraîne, on leur apprend tout ce qui est Lean Startup, tout ce qui est Design Thinking, Scrum, des méthodologies Qu'on qui n'apprend sont pas à l'école en fait. vraiment exactement. On les apprend pas à l'école et normalement les boîtes en ce moment elles en ont besoin. Donc c'est une façon pour eux d'être plus intéressants face à une boîte, même si finalement ils rentrent pas dans la boîte pour laquelle ils ont travaillé pendant le programme. Mais ils ont Mais le bagage quand même, ils ont les exactement, soft skills, ils auront une autre façon en fait de exactement. communiquer face à une prochaine énième boîte en fait. Et ils Euh, auront déjà eu une première expérience réelle avec un travail réel et avec un projet réel. Donc, dans ce sens, c'est super intéressant. Et surtout, le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire, c'est une chose qu'on n'apprend pas à l'école non plus. C'est mhm. une chose ils n'ont jamais fait. Et il trouve sincèrement, c'est vraiment, c'est parler de ce programme ou de ce type de projet aux élèves et c'est un programme qui les intéresse vraiment. Et du coup, comment est-ce que le process vous recrutez partout en Espagne ou il y a des Non, universités bien spécifiques ou pour le moment, on recrute uniquement sur des universités à Madrid. mhm. On a une convention avec l'Université San Pablo CEU, qui est l'université avec laquelle on a commencé ce premier programme. Mais en ce moment, on est en train d'ouvrir,
s'ouvre à d'autres universités. Et bon, on est en pleine prospection d'élèves pour la prochaine C'est saison. vous qui venez en mode chasseur de tête ou je sais pas, il y a un truc qui est ouvert et puis chacun peut venir s'inscrire et potentiellement tenter sa chance d'adhérer à Oui, cette. oui. Ils Et- peuvent s'inscrire dans le site. Et on a aussi une phase, ben, nous, de notre côté, on fait la sélection de profils dans les universités. euh, et du coup, est-ce que il y a les places sont limitées ou vraiment c'est ouvert lorsque quelqu'un il répond aux critères, on le prend du direct quoi. Ou il y a des places limitées, il y a une Il quantité y a que des vous pouvez places pas prendre. limitées. Il y a des places limitées en fonction des programmes. Par exemple, ce dernier programme avec Ferrovial, on a eu 12 places. Pour ce prochain programme, on a 10 pour un prochain client. Je Mhm. ne vais pas dire le nom encore, mais et c'est complètement flexible et adapté au client. Chaque client décide combien d'élèves il veut. Et en fonction de ça, nous, on construit les équipes. Mais c'est complètement flexible et ça dépend des clients. C'est à volonté des clients. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est un concept c'est un vrai catalyseur de talent, cette boîte ça va beaucoup aider les entreprises à choisir de façon plus chirurgicale. Et c'est bien des deux côtés, en fait, des étudiants qui ont cette chance, en fait, de directement apprendre dans des conditions réelles. Et ces boîtes qui recrutent en ayant cette certitude qu'ils ne passent pas à côté de quelqu'un. Du moins, ça diminue, en fait, les chances de recruter des gens qui sont pas assez compétents ou qui répondent pas peut-être à, à la culture de ces boîtes-là, en fait. Euh, Exactement. Là, on est presque à 1 heure, j'ai même pas vu le temps passer. Euh, bon, je vais pas te prendre trop de ton temps, je pourrais encore te poser des tonnes de questions, mais bon, dis-moi, là, ça fait quand même, niveau planning, ça fait beaucoup quand même entre cette boîte-là et le fait que tu dois gérer des missions à gauche, à droite comme ça. Euh, Comment est-ce que tu fais? J'imagine aussi, peut-être tu dois avoir une vie de famille, tout ça, donc ça fait, ça doit être un petit peu trop concentré. Comment est-ce que tu fais pour organiser tout ça? C'est quoi tes petits secrets pour mieux bosser, des soupapes, tu as des outils comme ça que tu utilises, des applications? Comment tu fais pour être plus productif et efficace et gérer tout ces grosses responsabilités que tu as en même temps? Oui. Ben, d'un côté, disons, les outils que j'utilise, c'est plutôt Trello, mon calendrier qui est mon Trello, plus, oui, Trello d'un côté mhm. avec ben, pour toute Pour la les tâches gestion, ben, d'un côté des projets, exactement. Pour les programmes, c'est un outil assez intéressant pour moi-même aussi, pour voir dans quel état sont mes éléments, mes tâches à résoudre. Et d'un autre côté, ben, tout ce qui est, j'écris absolument tout sur mon portable, absolument Mhm. tout, c'est incroyable. Toutes mes notes du portable sont notées. Chaque fois que j'ai quelque chose qui me vient à la tête, je le note. C'est super simple, c'est vraiment les notes du téléphone. J'ai un iPhone, tout ce qui est le programme Notes, Notes, ouais. c'est un de mes, oui, c'est un de mes outils Moi, je le fais fondamentaux. aussi beaucoup. J'ai des tonnes de textes à l'intérieur, to Exactement. do list. J'ai beaucoup C'est fait un moment, mais après, j'ai c'est simple. bifurqué sur Evernote. Exactement. C'est super simple. En plus, moi, j'aime bien les outils qui sont simples, qui sont faciles, qui sont visuels et où Mhm. tu peux les utiliser sans trop te prendre la tête. Ouais, très intuitif. J'utilise Pas besoin d'appuyer sur les- enregistrer, tu Oui, écris et ça reste quand tu peux écrire et commencer à écrire exactement. quelque chose, tu oublies, tu passes à autre chose, tu sais toujours là. Oui, exactement. Après, je dirais Slack pour les élèves, pour les jeunes talents. Mhm. Pour la gestion des équipes, pour la gestion des projets, des avancées, c'est très pratique. Mhm. Après, mon secret, c'est d'avoir une famille et un copain qui sont full-time, qui sont un appui fondamental pour moi. C'est les personnes sans lesquelles je n'aurais pas pu lancer ça. Disons bah, je ne suis pas toute seule. Disons que mon copain est une personne qui est présente sur le projet
constamment. C'est ma main gauche, comme on dirait, ma main droite, toutes les deux. Et il est si passionné que moi pour le projet. Il a son propre projet on the side. Il a un projet de famille sur lequel il travaille full time. Mais c'est vrai qu'il a deux travails en ce moment. Le travail de m'aider avec ma boîte et son propre travail. Donc, sans lui, ça aurait été impossible de lancer ça. C'est vraiment mon secret, c'est lui. Il est caché, mais il existe. Pour un secret, c'est ouf quand même. Ok. Dis-moi, Maria, quel conseil tu pourrais donner à ton toi-même à 20 ans? J'imagine là, tu étais probablement en fin d'études d'architecture, ton bachelor. Qu'est-ce que tu pourrais, si tu pouvais venir en arrière, qu'est-ce que tu pourrais chuchoter à l'oreille de la petite Maria qui pensait déjà à lancer un truc, mais qui savait pas exactement quoi, qui manquait encore qui avait déjà des repères, mais qui avait encore besoin de beaucoup plus d'infos que ça. Je lui dirais, essaye, tente. Il n'y a rien qui soit parfait. Il y a des gens, normalement, disons, moi, quand je faisais mes études, c'était plutôt non, 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 plutôt que de le faire mal, je le fais pas. Ben, je dirais tout le contraire. Fais-le, tente, essaye. Lance-toi dans tout ce que tu veux parce qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise chose. Il y a juste ta façon de faire les choses. Je lui dirais, écoute-toi, écoute tes instincts, écoute les gens, mais surtout écoute-toi toi-même. Genre, et il n'y a pas tu peux écouter autour de toi les gens qui ont une expérience ou une expertise beaucoup plus grande que la tienne, mais il n'y a pas de Maria, il n'y a pas de Guy. Il y a une Maria, il y a un Guy. Donc, dans ce sens, il n'y aura personne qui fera les choses comme toi parce qu'il n'y a personne qui puisse se mettre dans tes chaussures et qui puisse refaire ton chemin. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de lancer quelque chose, même si c'est difficile, essaye, tente. Et vaut mieux se lancer, vaut mieux échouer parce que tu vas apprendre plein de choses pour la prochaine plutôt que de ne pas le faire. C'était très très beau conseil. Et dis-moi, est-ce que il y a un livre comme ça que tu recommandes souvent ou que tu offres en cadeau à Noël, je sais pas, est-ce qu'il y a un bouquin qui revient à chaque fois comme ça, qui t'a marqué? Ça peut être dans le business, dans ta vie en général. Hmm. C'est pas un livre dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est un livre que Mhm. j'ai lu il y a très peu de temps. C'est un livre qui a défini assez mon chemin. C'est grâce à ce livre que j'ai rencontré une personne qui a été assez décisive aussi dans mon chemin. C'est un livre en espagnol de Nuria Roura qui s'appelle Aprende a vivir, aprende a comer. J'espère C'est qu'il y grâce aura à une ce version, livre que j'espère qu'il y a une version en français pour les francophones de ce complètement, podcast. complètement. Dans tous les cas, plutôt dans l'entrepreneuriat, il y a un livre qui est, euh, qui est une base. Tous les livres. Comment il s'appelait? Attends, je suis vraiment mauvaise sur tout ce qui est les noms et les noms des livres et tout ça. Attends, je l'ai sur la pointe de ma langue. Attends une seconde. Ça s'appelle comment? Là, tu vas devoir couper parce que je ne me rappelle pas du nom. Non, il n'y a pas de souci. Les gens, ils comprennent. C'est un podcast Euh, bienveillant. C'est Attends. Il s'appelle comment? Attends, je vais devoir aller dans ma chambre. Il est ça, sur c'est comme ma ça se table. passe dans le live, hein. The Art of the Start 2.0 de Guy Kawasaki. C'est la base de tout. Ah, La base pour on va mettre comprendre. ça dans la description. Tu peux répéter l'auteur, comment il s'appelle? Oui. Guy Kawasaki.
Ah, top. On va mettre ça en description pour ceux qui seraient intéressés. The Art of the Start 2.0. 2.0. Top, top. Pour toute personne qui veut un peu s'initier dans tout ce qui est lancer quelque chose, lancer un projet, que ça soit une boîte ou pas, un projet plus petit, plus grand, c'est la base. C'est la Hmm. base de tout. C'est la connaissance de ton customer, la connaissance de ton futur client, la connaissance de toutes les petites stratégies, les tips pour avoir le plus de succès possible. Ah, top. Et je sais pas, tu peux encore donner peut-être une traduction française du premier livre que tu as cité pour que je puisse retrouver ça sur Amazon et donner des liens aux gens qui seraient Apprends intéressés. un livre, apprendre à manger. C'est un livre sur la connaissance personnelle. Mhm. C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup sur Apprendre laquelle je à... travaille. Tu as dit, j'ai pas bien compris. Apprendre à vivre, apprendre à manger. Ah, ok, top. Et le nom de l'auteur, c'était encore... c'était quoi encore? Nuria Roura. Roura. Parfait, merci. Et du coup, j'ai encore une dernière question. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, Maria? C'est une question qui pose souvent en interview chez Facebook. Si j'avais pas peur. Ouais. Si j'avais pas peur, si j'avais pas peur. Si j'avais pas peur. Très bonne question. C'est assez compliqué comme question. C'est surtout compliqué de se mettre dans une situation où tu n'as pas peur parce qu'il y a... La peur est bonne aussi. Je pense que c'est une chose, si elle ne te paralyse pas, Mhm. c'est quelque chose qui est nécessaire pour avoir un certain degré de, comment dire, de gestion des dangers, comment dire. La peur est complètement instinctive, c'est un instinct interne. Et s'il n'y avait pas de peur, on serait trop kamikaze dans ce sens, comment dire. Je pense que ce serait même dangereux. Ce serait même dangereux. Donc, si j'avais pas peur, ou si j'avais moins peur, je dirais même, pas, pas peur, mais moins peur. Euh, dans la boîte ou dans ma vie en général? En général, moi, j'ai reçu un mec, par exemple. Moi, je suis d'originaire du Cameroun, en fait, et chez nous, Mhm. c'est un autre, c'est un autre, comment on dit ça? Lifestyle, un autre niveau de vie, je sais pas. Et j'ai interviewé justement un mec qui sortait, qui venait de du même pays que moi, et il m'a dit s'il n'avait pas peur, il devait retourner, porter toutes ses affaires et rentrer chez lui dans notre pays d'origine, en fait, et monter son business là-bas à plein temps et ne plus faire les choses à distance en tâtonnant. En fait. Diran, il s'appelle Diran. Ouais, il s'appelle Diran, il a créé une boîte comme ça qui permet de gérer la comptabilité et la logistique. Et je lui ai posé la même question et il m'a dit ben, s'il fallait que j'aille sur ma grosse peur, c'est de rentrer chez moi au bled et de faire tout à partir de là-bas et de rester là-bas, quoi. Mais il a cette grosse peur, en fait, de l'inconnu, en fait. De qu'est-ce qui m'attend si je rentre? Ah, la peur de l'inconnu. Ouais. Incroyable, c'est une des grosses peurs. Si j'avais peur, j'aurais pas lancé ça parce que sincèrement, Ah, ça, je me c'est une belle souviens que réponse. je viens de déménager avec mon copain, j'ai une nouvelle maison, j'habite toute seule, avec une boîte qui vient d'être lancée. Donc, dans ce sens, si j'avais eu peur, j'aurais pas ni. Je ne me serais pas lancée dans ça, je n'aurais pas lancé la boîte, je serais pas partie de chez moi, chez mes Mhm, parents, comment dire. Donc, dans ce sens, c'est vrai que je suis en train de faire pas mal de choses qui me faisaient peur au mhm. début et sans lesquelles maintenant je n'aurais pas réussi à faire ce que je peux, à faire ce que je fais. Si j'avais pas peur, je me lancerais, je dirais, plus à l'international. Je me lancerais dès maintenant dans mon prochain marché qui est l'Amérique latine. Mais pour l'instant, je suis un peu. Je préfère prendre un peu de. prendre un peu de temps et
que tout marche ici, que tout soit plus ou Ouais. Gagner moins peut-être en expérience, gagner un petit peu en exactement. Et automatisation de là, process pour être plus efficiente oui. là-bas, peut-être. Ah, top. Tout ce qui est me lancer à l'international, c'est, je dirais, La grosse peur. la grosse peur que j'ai en ce moment. Oui. Et pour l'instant, je trouve pas que ça soit le moment, mais je sais qu'un jour ou l'autre, je vais le Ça va faire. arriver. Mais pour l'instant, oui. Du coup, ce serait même très intéressant qu'on se fasse un follow-up pour en parler un petit peu de ce nouveau step, de ce niveau level. Ça, on le verra, on pourra encore s'écrire entre-temps pour voir. Mais je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je trouve que surtout, c'est un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je pense que il y aura beaucoup de choses à raconter dans les prochains mois, les prochaines années par rapport à ce gros projet. C'est Du sûr. moins, je suis impatient On a- de voir. on n'arrête pas d'apprendre. Top. Où est-ce qu'on peut Mm, envoyer les gens qui veulent en savoir un petit peu sur ton travail, sur ce que oui, tu fais? Ton site, c'est clair, je vais le mettre déjà en description. oui, Est-ce qu'ils peuvent t'écrire sur LinkedIn, par exemple? Je sais oui. pas. Ils peuvent m'écrire sur LinkedIn, Maria Revilla, R-E-V-I-2-L-A. Ils peuvent m'envoyer un mail sur info@exnovastudio.com ou sur le site directement où il y a un lien direct avec notre boîte aux lettres. Top. On va mettre tout ça en description pour ceux qui Parfait. seraient intéressés. J'ai quelque chose pour toi, Maria. Le concept de l'émission, je ne sais pas si tu avais écouté d'autres épisodes, j'offre en fait un bouquin à chacun de mes invités. Et D'accord. pour toi, ce que moi j'ai choisi, c'est un bouquin de Guillaume Declercq et Baudine qui présente en fait les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Le Incroyable. bouquin s'appelle La 25e heure. Donc, ils sont allés vers toutes ces personnes-là, ils ont posé des questions, genre le fondateur de Mhm. Blablacar, le fondateur comment ça, des Uber et tout. Et puis, ils ont fait genre un mix d'idées de tout ça. Et puis, ils ont ressorti ce condensé qui s'appelle La 25e heure. Mhm. Et je pense que tu D'accord. vas l'adorer. Et peut-être ça pourra t'aider dans la construction Merci de tes beaucoup. prochaines équipes pour grossir à l'international. Pourquoi pas? Ben, merci, merci pour ce super entretien d'un côté. Merci pour ce petit cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, Hmm. vraiment ravi. Je t'en dirai plus dès que j'aurai lu le livre. Et merci pour ce super entretien. Encore une dernière chose, Maria, ça c'est quelque chose que je teste encore. Est-ce que tu as rencontré pas mal de personnes quand même entre Scholar et Oui. StarTech, tous ces gens? Comment est-ce que je peux formuler ma question? Si tu avais quelqu'un à me recommander sur ce podcast dans ton entourage qui t'a marqué, ce serait qui? Quelqu'un qui s'est lancé, qui a vraiment une force intérieure, un parcours incroyable à partager un petit peu comme toi. Qui parle français, j'imagine. Ou ça peut être en anglais. De préférence en français ou en allemand. En anglais, c'est un petit peu complexe. Français, allemand, parce que je peux faire traduire aussi en français pour les C'est auditeurs. une personne à laquelle je tiens beaucoup. Mhm. C'est une personne que j'ai. Maintenant, je dirais que c'est une de mes meilleures amies. Euh, elle n'a pas encore lancé un projet, mais elle est en train de gérer et de gester plusieurs choses. Elle s'appelle Carlota, Carlota Gil Carretero. Elle est francophone aussi, donc en fait, elle est franco-espagnole. Et je l'ai rencontrée à Paris quand j'étais à School Lab en train de travailler. Et elle est Quelle magnifique. C'est coïncidence. une Et personne. elle est espagnole aussi. Exactement, exactement. Et elle est incroyable. C'est une personne que j'admire et elle a une force incroyable. Donc, si je devais te recommander quelqu'un, je dirais elle. Ça, on en parlera en off. Ok, merci beaucoup Maria d'être Merci à passée. toi. On a beaucoup appris et on espère qu'on fera de belles choses se construire dans l'avenir dans d'autres pays à l'international avec ce même projet-là. Salut, Merci Guy. Merci beaucoup. je viens d'arrêter l'enregistrement. Ouah, merci Marie, j'espère que c'était pas trop long. Là, on a fait plus d'une heure. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vois encore le recording à gauche. Non, moi, je suis en train d'arrêter. J'ai arrêté sur mon enregistrement, comme j'enregistre ma voix. Ok. Et